Il commémore la grève sanglante du 3 mai 1886 aux usines McCormick de Chicago, aux États-Unis, pour l'instauration de la journée de 8 heures. Et le meeting de protestation qui s'ensuivit le lendemain à Haymarket, au cours duquel une bombe tua 8 policiers. Il s'agit du 1er mai, la fête du travail. Évidemment, comme partout ailleurs dans le monde, les travailleurs béninois l'ont célébré. Et justement, le travail au Bénin, on en parle aujourd'hui. Quel est le cadre législatif et qu'en est-il de l'épanouissement des travailleurs béninois? Le sujet est donc au cœur du mini-débat Convainc-moi de ce matin et sur le plateau. Je reçois Junior Deguénon, il est juriste de droit privé. Bonjour, monsieur Junior, bienvenue. Oui, je veux tout. Et juste en face de vous, celui sans qui, évidemment, ce genre de discussion ne saurait sérieusement avoir lieu, le représentant de tous les travailleurs béninois, le secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, monsieur Kassamapou, bonjour. Bonjour, monsieur. On a l'habitude de ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation justement et d'aborder cette thématique avec nous. Je le disais tout à l'heure, il y a quelques jours seulement, les travailleurs béninois ont donc fêté pour parler du 1er mai. Comment justement cela s'est-il passé au niveau de votre confédération? Comme vous l'avez constaté, depuis 2 ans, le monde entier, les travailleurs, la classe ouvrière est vraiment dominée par cette affaire de Covid-19. Oui. Qui empêchait aux travailleurs de sortir dans la rue. Oui. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 1er mai, les massacres de Chicago. Chicago, justement. Ça rappelle les sacrifices consentis pour aller aux 8 heures, pour avoir un certain nombre d'acquis. Et il y a eu beaucoup de combats jusqu'à ce que cette journée soit décrété, férié, chômé, payé dans le monde entier. Ça n'a pas été facile. Bon, donc, avec cette affaire de Covid, on ne sortait plus. Et d'ailleurs, au Bénin, j'aurai le temps de revenir un peu sur les grands moments, sur la question d'épanouissement des travailleurs depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en 2019, depuis que le pouvoir de la République est arrivé, en 2019, nous avons voulu célébrer le 1er mai. Et on nous a gazé le 1er mai, on est là à la bourse du travail. Et depuis, il y a eu 2 ans, comme je l'ai dit, dans le monde entier, cette année, les travailleurs sont sortis un peu partout. Et c'est comme ça qu'au Bénin, on n'a pas fait exception. La CSTB, comme d'habitude, a invité les travailleurs, la jeunesse, les femmes et autres. On est sortis. Et c'était vraiment le moment tant attendu pour les travailleurs, je dirais la jeunesse, les femmes, tout le monde, pour exprimer son ras-le-bol et dire ce qu'ils pensent pour que vraiment les conditions de vie des travailleurs s'améliorent dans le pays. C'était assez bien et ça a permis à ceux qui pensent que les Béninois, c'est des peureux, c'est rien qui ne... Non, les Béninois veulent simplement d'ailleurs, on a des images que nous propose la réalisation. Voilà, vous voyez. Donc les Béninois, ils sont assez courageux, mais ils veulent avoir des leaders sûrs. N'est-ce pas? Des leaders non calculateurs. D'accord. Donc, c'est pour ça que cette fête a eu lieu, comme dans la tradition, la classe ouvrière célèbre le 1er mai. Le 1er mai. Et je profite de l'occasion pour féliciter vraiment les travailleurs du Bénin, la jeunesse, les femmes et tous ceux-là qui sont sortis, et ceux qui ont soutenu, parce qu'il y en a qui ne sont pas sortis, et ils étaient chez eux, mais ils rêvaient, ils voulaient être ici. Et j'ai reçu des messages de tous les, c'est pas seulement les travailleurs, bien sûr, de tout le peuple béninois, même les Béninois de la diaspora. Pour soutenir, justement. Partout, tout le monde a dit, ah non, le Bénin, ça, vous êtes en train de retrouver, on est en train de retrouver le Bénin d'avant. J'ai dit oui, le Bénin c'est un pays des combattants, c'est un pays des gens courageux, c'est le pays de Béhanzin, de Dieu-Guerra, de Kaba. Donc c'est pas un pays des gens craintifs et autres, non. Le Bénin des travailleurs qui marchent dans la rue. Du point de vue du juriste, justement, ce genre de célébration, comment est-ce que c'est vu
De notre côté, d'abord, je rappelle que je suis le président de l'Association des jeunes juristes, diplomates et politistes du Bénin. Et le 1er mai, pour vraiment célébrer cette journée, nous, de notre côté, nous avons pris le temps de communiquer avec les citoyens sur leurs droits, leurs devoirs, et les droits et devoirs des travailleurs plutôt, et également les voies de recours, comment ils peuvent saisir, comment ils peuvent demander que justice soit faite en cas de harcèlement sexuel, en cas de harcèlement psychologique et autres. Comment également trouver de l'assistance pour pouvoir avoir l'épanouissement dans ce qu'ils font comme dans l'exercice de leur activité, de leur travail, pour parler simplement. D'accord. En parlant justement de droits des travailleurs, puisque le thème tel que libellé nous amène à parler, entre autres, des droits des travailleurs béninois, par exemple. Quels sont ces droits, justement, que le travailleur béninois pourrait revendiquer? On va en citer quelques-uns, évidemment, les plus importants. Vous savez, d'abord, avant de citer cela, il faut d'abord dire que lorsqu'on parle du travail, ça part à partir d'un contrat de travail. Et donc, le contrat de travail, c'est un contrat qui amène un travailleur et une personne physique à accepter mettre son activité professionnelle à la disposition d'une personne physique ou morale contre une rémunération. Et donc, quand je parle déjà de rémunération, ça veut dire que les droits du travailleur, on a déjà le salaire. Et en dehors du salaire, déjà, nous avons déjà l'horaire de travail parce que c'est quelqu'un qui doit travailler selon un temps raisonnable. On ne peut pas le contraindre de travailler pendant toute une période. Et il y a également ce qu'on appelle les vacances annuelles, les congés. Les congés. Voilà. Il a également la possibilité, le droit de demander des permissions en cas de maladie, en cas d'obligation parentale. Il a également le droit de saisir les juridictions ou bien d'ester en justice en cas de harcèlement psychologique, en cas de harcèlement moral dans l'entreprise ou bien dans le monde du travail. Et donc, ce sont en quelque sorte les quelques droits des travailleurs, sinon ils en disposent beaucoup. C'est parce qu'on ne les met pas en valeur dans notre pays. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous organisons ce plateau pour vulgariser un peu ces droits des travailleurs sans omettre de parler des devoirs, parce que là où il y a droit, il y a forcément devoir. Exactement. Et je vous relancerai sur la question tout à l'heure, mais avant, SG Kassamampo, le juriste donc en plateau, Junior Deguedon, nous donnait, on va dire, nous citait là quelques droits donc que pourrait revendiquer le travailleur béninois. Je ne vous ferai pas la même question. Par contre, je vous demanderai plutôt pourquoi on en vienne justement à parler de ces droits. D'où venons-nous? Puisque à l'entame, je le disais, il y a eu plusieurs luttes qui ont été menées. Ça nous ramène jusqu'en 1800 et quelques. D'où venons-nous justement pour qu'aujourd'hui, le travailleur puisse demander à ce que ces droits suscités puissent être respectés? Merci, monsieur le journaliste, de me donner l'occasion de revenir un peu. Je souhaite qu'un jour j'ai l'occasion de présenter un peu la situation des travailleurs de 1960 à nos jours. Au Bénin. Mais ici, par rapport au droit que Deguedon a présenté, effectivement, pour qu'on en arrive à ces droits-là, à revendiquer ces droits, au Bénin, ici, il y a eu du chemin. Je m'arrêterai au Bénin, et précisément au Dahomey, même un peu avant les indépendances. Les travailleurs ont lutté. Contrairement à ce que les gens pensent quand on dit donc le travailleur, ça n'a rien de politique, le syndicat, c'est la politique, mais c'est les droits humains. Et les droits humains, la gestion de la société, la gestion de la communauté, nécessairement est liée à la politique du pays. Donc les travailleurs avaient lutté dans plusieurs cadres, notamment dans un cadre général qu'on appelait l'Union générale des travailleurs de l'Afrique noire, UGTAN, qui
qui s'étendait depuis le Mali jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Et il y avait certaines anciennes figures du Dahomey d'antan qui ont participé à ce combat-là, tels que Béhanzin Paoletti. Donc, c'est tous ceux-là qui ont lutté pour l'indépendance. Donc, si la France a été obligée de nous accorder l'indépendance, c'est parce qu'elle était obligée. Elle était coincée et elle nous a cédé l'indépendance tout en maintenant le cordon ombilical. Mais les travailleurs se sont battus pour que véritablement les libertés soient données. C'est-à-dire que les libertés qu'il y avait au niveau de la métropole là-bas n'étaient pas les mêmes. N'étaient pas les mêmes, mais les travailleurs d'antan se sont battus au niveau, par exemple, de l'UNSTB, l'UNSTD à ce moment, l'Union nationale des travailleurs, des syndicats des travailleurs du Dahomey. Les gens se sont battus pour avoir un certain nombre de libertés, c'est-à-dire dans le secteur public, au moins il y avait certaines libertés qui ont été transposées, jusqu'à ce que le PRPB, le pouvoir de Kérékou, vienne en 72 et précisément pas de 74, 75, a remis en cause toutes les libertés pratiquement syndicales et en créant donc un syndicat unique, le NSTD est devenu un syndicat unique. Et ça fait que ces libertés-là ont été remises en cause pendant pratiquement tout le temps du parti État PRPB. Il n'y avait plus de syndicats et c'était devenu difficile. Les travailleurs n'ont plus le droit de revendiquer jusqu'en 89. C'est pratiquement, donc les gens étaient obligés de lutter dans la clandestinité. C'est pour ça que la CSTB a été créée dans la clandestinité en 1982. Mais c'est à partir de 89, février 82, que les étudiants béninois sont allés en grève. Cette grève sera aussi relayée par les travailleurs qui, donc, à partir de, je crois, septembre, octobre, qui finalement, c'est ça qui s'est généralisé jusqu'au renversement du système autocratique du PRPB pour qu'on en arrive au renouveau démocratique. Et c'est ça qui a permis que des syndicats, des partis politiques, des organisations commencent par naître de façon démocratique, ainsi de suite. Donc, et il y a eu, vous parlez aujourd'hui du pluralisme syndical, du pluralisme politique, ainsi de suite. Mais curieusement, à partir de 2016, avec l'avènement du pouvoir du président Patrice Talon, c'est un autre tournant qui a commencé. C'est le tournant de remise en cause des droits des travailleurs, les droits syndicaux qui avaient été conquis. Parce qu'il faut dire aussi que ces droits syndicaux étaient beaucoup plus limités au secteur public. Dans le secteur public privé, les droits étaient limités. Mais c'était mieux. Mais avec l'avènement du pouvoir de la rupture, nous sommes repartis encore à un régime autocratique où on ne reconnaît plus les droits. Oui, mais pardon, il n'y a plus de droit de grève. On dit c'est 2 jours, c'est 10 jours. C'est recadré. Non, c'est pas recadré. C'est 2 jours, c'est 10 jours. Donc les droits de manifestation, vous entendez parler de manifestation de troupes, comment on appelle? Attroupement non armé, réprimé, ainsi de suite. Et répression, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de droit de choses. Et l'embauche, vous imaginez, je suis un peu ce qui se passe ici, même dans les N3 et d'NTV, ce qui se passe ici. Le droit d'embaucher, de débaucher quelqu'un aujourd'hui, il n'y a plus d'épanouissement. Donc, nous sommes en train de repartir à un système de remise en cause des droits acquis. Ce que les gens ont souffert pendant des années, des gens sont morts à Chicago et même au Bénin, des gens sont battus pour ça. C'est remis systématiquement en cause. Nous allons revenir encore là-dessus ici. Donc, maintenant, c'est suffisamment grave. Il n'y a plus, le cadre législatif actuel ne permet pas l'épanouissement. Vous n'avez pas entendu la dernière fois, pour le 1er mai là. Mais ça a été interdit avant d'être autorisé. Ça a été interdit. Le maire va donner l'interdiction. Mais moi, comme moi, je n'ai pas demandé autorisation de marche, moi, j'ai fait déclaration de marche. J'ai pris son papier, j'ai mis ça dans ma poche, j'ai continué mon organisation. Et c'est le maire lui-même qui est venu le matin très tôt pour faire un audio pour dire que la marche aura bel et bien lieu. Si j'avais suivi son autorité, si j'avais suivi son papier là pour dire que c'est interdiction, j'allais lancer un communiqué pour dire qu'il n'y aurait plus marche. La marche est annulée. Ça répond à quoi? Une journée internationale reconnue par le Bénin, ça veut dire que le gouvernement ne permet même pas aux travailleurs et au peuple de s'épanouir.
le cadre législatif actuel est pratiquement contre l'épanouissement des travailleurs. Nous reviendrons. Nous en reparlerons tout à l'heure. Voilà un peu ce qui s'est passé. Autant de raisons donc que vous évoquez et qui illustrent selon vous le fait que oui, il y a eu évidemment progression dans le temps, mais que... C'est en dents de scie que la situation a évolué. La situation a évolué en dents de scie et à vous entendre évidemment. Je vais vous donner des exemples. Sur ces dernières années, on en est à quelques balbutiements. Oui, est-ce que le jury c'est du même avis? Est-ce que je vais dire que je suis du même avis ou je ne suis pas du même avis? Je vais opiner juridiquement sur le point de développement politique. Vous savez, moi je dis, bon, j'ai appris. Et pour le développement d'une nation, il faut mettre en place des politiques stratégiques de développement. Et donc, justement, le programme d'action gouvernemental a prévu des réformes. Et pour aboutir à ces réformes, il faut mettre en place d'autres politiques maintenant pour pouvoir changer les choses. Excusez-moi, moi je dirais qu'avant on était dans une sorte de politique où, bon, chacun faisait comme on voulait. On a l'impression qu'il y avait un peu de pagaille justement quand même autour de tout ça. Moi je dirais peut-être qu'avec le cadre législatif actuel, c'est pour recadrer un peu les choses. Il est vrai, chacun a ses droits. Et d'abord, les droits des travailleurs, ce sont des droits humains. Ce sont des droits indéniables. Ce sont des droits qu'on ne peut pas arracher. Inaliénables. Qu'on ne peut pas arracher aux travailleurs. Donc, mais il faut constater également qu'on vivait dans un monde un peu de pagaille, où chacun pouvait faire comme ceci, on déclarait peut-être, excusez-moi, je ne vous fais pas d'affront, où on faisait de grève par ici, de grève par là, de grève par là. Bien sûr, c'est forcément un certain nombre de situations qui ont amené à un moment donné l'autorité à siffler la fin de la récréation. Voilà, et donc l'autorité ne veut pas voir le pays reculer sur le plan du développement. Parce que lorsqu'on ne travaille pas une journée, évidemment, vous imaginez ce qui se passe dans le pays, vous imaginez l'économie du pays, et lorsque l'économie n'évolue pas, il y a la santé qui est là. Ça a un coût directement sur la santé. Ça a un coût directement sur l'éducation. J'imagine dans ce pays, mais moi je le dis, c'est à cause de la grève des travailleurs que j'avais eu le BEPC, mais j'avais repris la classe de 3e pour défaut de moyenne de classe. Mais je dis ça toujours. Si on n'avait pas fait cela en ce moment-là, mais j'aurais une année d'avance. Mais donc c'est dire qu'évidemment là où il y a les avantages, il y a les inconvénients. Voilà, ça recule vraiment le système de développement économique dans notre pays. Donc moi je dirais que le cadre législatif a permis de réglementer de recadrer un peu cela. Même s'il existe encore des failles. Il existe encore des limites qu'il faudrait revoir encore. D'accord, peut-être qu'on en parlera sur la fin, de notre discussion. Mais avant, puisqu'on en était tout à l'heure à parler des droits justement des travailleurs. Donc on a parlé du droit au salaire évidemment, les horaires de travail, 8 heures réglementaires, mais dans certaines circonstances, on voit bien au-delà. Oui, exactement. Dans quelles circonstances, par exemple? Parce qu'il y a cette question qui revient souvent donc, dans l'actualité. Je crois bien que on a prévu ça directement même dans le code. Et je crois ce matin, j'avais eu l'idée. Voilà. Et le législateur béninois avait prévu, voilà, dans les articles 141, 142 et suivants, que on peut évoluer, 141, 142, qu'on peut évoluer dans des cas spéciaux. Dans des cas qui sont beaucoup plus spéciaux. C'est-à-dire, voilà, la durée et l'horaire du travail sont fixés par l'employeur dans le respect des règles éditées par le présent code et les tests pris pour son application. La durée et l'horaire sont affichés sur les lieux de travail communiqués à l'inspecteur du travail. Maintenant, ça dit que cette durée, dans l'article 142 alinéa 2, cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation. Donc, c'est des cas spéciaux, ce sont dans des cas spéciaux que cela arrive. Cela n'arrive pas forcément comme cela, mais il faut des décrets, tout ça pour montrer vraiment, pour justifier cela avant que cela ne soit mis en application. C'est l'exception à la règle, bien sûr.
pour ce qui est donc du dépassement de ces 8 heures de travail, par exemple, dans certaines structures. On a parlé également donc des congés auxquels les travailleurs ont droit. Le juriste nous a parlé aussi de ce que les travailleurs, par exemple, ont le droit de saisir, évidemment, les autorités compétentes en cas de mauvais traitement ou de harcèlement, par exemple. Est-ce que le secrétaire général de la CSTB, M. Kassamampo, pourra nous dire, par exemple, que ces droits dont vient de nous parler le juriste Degueno Junior sont respectés au Bénin? Non, je crois que le juriste Degueno Junior, comme il m'a appelé papa, je dirais mon fils. Bon, je ne dirais pas qu'il est trop jeune pour dire certaines choses. Il a peut-être choisi un camp, parce qu'il y a des gens jeunes, plus jeunes que lui, qui sont actuellement dans le combat contre l'arbitraire et qui comprennent très bien comment les choses, qui vivent la privation donc des libertés. Lorsque lui-même parle de droit du travail, il a cité au début que le travailleur a droit au congé, il a droit, et tout à l'heure même, il a expliqué par rapport à ta question sur le fait que l'horaire doit être affiché, mais que justement, de façon spécifique. Travail, bon, voilà, mais il est au Bénin, il entend parler des AME, justement, des aspirants au métier d'enseignant. C'est des enseignants qui sont recrutés sur contrat. Et il y a un seul texte qui régit le recrutement des contractuels au Bénin. Un enseignant, ils sont recrutés pour une année scolaire. L'année scolaire dure 9 mois. Un enseignant qui enseigne pendant 9 mois, il gagne 12 mois de salaire, puisqu'il a 3 mois de congé. Voilà des enseignants qui sont recrutés. On dit aspirants, mais ils sont titulaires de leur classe. Que cela soit au primaire ou au secondaire, ils sont titulaires de leur classe. Ils ont passé un test, ils sont admis, on les recrute, on les rend titulaires de leur classe, ils signent un contrat, mais pendant les vacances, on ne leur donne pas de salaire. Est-ce que le droit de travail est respecté? Dans l'administration, lorsque vous avez un contrat d'1 an, vous vous reposez 1 mois, vous avez 1 mois de congé, on en a parlé, et 11 mois de travail. Dans l'éducation, dans l'enseignement, en tout cas au Bénin, et de façon générale dans tous les pays, si vous avez un contrat d'1 an, vous travaillez 9 mois, et 3 mois, vous êtes au repos. Voilà des gens qui travaillent, ils sont près de 25 000. Voilà des gens qui travaillent pendant 9 mois et on leur dit qu'ils n'ont pas droit au repos. Et on refuse de leur donner le congé. Est-ce que le droit du travail est respecté? Est-ce que c'est la pagaille maintenant qu'on veut terminer qui fait que donc on fait ça? Deuxièmement, ces enseignants-là, c'est à eux qu'on donne 30 heures pendant que leurs collègues de même corps ont 20 heures, 18 heures. Eux, ils ont 30 heures. Et on leur paye, ils sont payés sur la base d'une grille salariale différente de la grille des autres contractuels de l'État. Or, c'est le même texte qui les régit. Donc, on a inventé une grille qui les amène à un salaire dérisoire. Est-ce que le droit de travail, mon fils, est respecté? Est-ce que c'est pour finir avec la pagaille qu'on fait ça? Non. C'est pour dire que, et même tout ce qui a été dit là, j'ai rappelé comment les choses ont évolué jusqu'à maintenant. Moi qui vous parle ici, je suis déjà à la retraite. Mais j'ai suivi les choses depuis le temps du PRPB. Et je suis remonté au temps de l'indépendance. Comment les gens se sont battus. Tout à l'heure, vous avez parlé du 1er mai. Comment au plan mondial, les gens se sont sacrifiés pour qu'on en arrive là. Mon fils trouve que c'est normal de supprimer le droit de grève, de dire que c'est 2 jours. Oh, 2 jours là, au Bénin, lorsque vous dites avertissement à 72 heures, vous déposez votre préavis de grève, le gouvernement ne vous dit rien. Vous commencez la grève, vous faites 2 jours, on ne vous dit rien. Vous faites 1 semaine, on ne vous dit rien. C'est peut-être
dans la deuxième semaine qu'on peut commencer par vous écouter. C'est ce qui se passe. Et maintenant, on dit 2 jours. Oh, ce n'est pas vous qui avez voulu déclencher la grève, c'est une situation, pas un congé. Qui réduit la marge de manœuvre, évidemment. Donc, oui, c'est pour amener l'employeur. Alors, donc, oui, c'est de l'arbitraire ainsi. Pour finir. Lui ne comprend pas. Peut-être, je comprends un peu, il est président des juristes. Oui, de l'association des juristes. Il n'est pas employé par quelqu'un. Il est pour son propre compte. Mais il n'a qu'à savoir que et ses jeunes frères, et ses grands frères, et ses parents sont employés et par l'État. Et par le privé aussi. Par le privé. Et ils ont besoin des tests qui puissent donc permettre qu'ils puissent. Aujourd'hui, on dit, on t'engage, on te débauche. Là, tu es là maintenant. Les patrons de Eden peuvent te débaucher. Comme non, ils peuvent te débaucher. Cela n'arrivera même si pas. Même si tu as raison. Alors, il suffit maintenant qu'on me dise pourquoi tu as invité Kassa. On te débauche. Permettez qu'on évolue, s'il vous plaît. Alors, le SG, justement, qui s'est appesanti sur le cas, on va en parler, qui s'est appesanti sur le cas des AME, justement, les aspirants donc, au métier d'enseignement, pour justement mettre en lumière un nombre de quoi qu'on va dire liés à l'exercice de leur activité, évidemment, au cadre législatif y afférent, la question des 30 heures. La question des 9 mois donc, de travail et évidemment des 9 mois payés et qui, donc les aspirants qui ne sont pas payés sur 12 mois comme les autres enseignants qui pourtant selon justement le SG on va dire sont sous le même statut. Comment cela Ils sont contractuels d'État. Sont contractuels d'État. Comment cela peut-il se comprendre? Et est-ce que là on est toujours justement dans le respect de ce cadre législatif législatif? Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que lorsqu'on apporte une nouvelle loi, c'est forcément pour améliorer quelque chose. Mais je dis toujours, la loi est créée par des humains. Des humains qui n'ont pas totalement la science toujours. Donc elle est perfectible. La loi, elle est créée dans une société. Pour quelque chose. Pour régler un problème. Voilà, un problème. Mais permettez-moi de dire que je ne donne pas un avis pour dire que je suis d'accord avec la loi. Je dis, elle est venue pour réglementer certaines choses. Un certain nombre de choses. Même s'il y a des limites. Choses, parce qu'il a dit quand même qu'il y a des limites. J'ai dit qu'il y a des limites. Et voilà. Et donc, ces limites-là, c'est ça. C'est déjà ça. Parce que lorsque ça touche déjà aux droits humains, lorsque ça affecte déjà le droit des travailleurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette loi-là qu'il faudra rectifier. Et donc, nous, en tant que juristes, c'est à travers des plaidoyers qu'on peut mener ce genre de combat. Et c'est à travers également le rôle des avocats dans les juridictions pour montrer que, monsieur le juge, il y a de l'arbitraire qui est dans ceci. Et finalement, c'est aussi un devoir pour les syndicalistes. Comme voilà, c'est aussi le devoir. De mettre en lumière pour amener le législateur à comprendre qu'il y a quelque chose. Et donc, il faut partir maintenant vers la révision. Il faut partir vers la correction de cette loi. D'ailleurs, en parlant justement de la situation des AME lors de votre dernière rencontre avec le chef de l'État et le patronat, il en a parlé, proposant justement, pour ce qui est de la revalorisation salariale, que l'on puisse réfléchir à comment justement offrir 12 mois de salaire, par exemple, aux AME, ce qui, évidemment, pourrait jouer sur une revalorisation globale pour tous les fonctionnaires. Non. C'est dire que, oui, au niveau de l'exécutif, on est conscient quand même de ce qui se passe. À Deguenon, que une loi, c'est pour corriger quelque chose. Et en corrigeant, il peut y avoir des limites. Bien sûr. Et le test sur la gestion des AME, encore qu'il n'y a pas un test qui prévoit qu'on leur paye un salaire dérisoire. Il n'y a pas un test normalement qui justifie le fondement du paiement de 9 mois sur 12. Les tests en vigueur ne permettent pas ça. Donc l'État lui-même est en violation de ses propres tests en vigueur. Enfin, un. Deuxièmement, le 26 dernier, le chef de l'État a voulu opposer la revalorisation des salaires des travailleurs
à la situation des AME. Les AME. Et j'ai dit non. Les AME sont aussi des travailleurs de l'État. Ils sont des agents contractuels de l'État. Oui. Dont il faut revaloriser aussi les salaires. Et ils sont doublement, on doit revaloriser doublement les salaires. Non seulement ils sont sous-payés, on doit bien les payer. On doit les payer aussi 12 mois sur 12. Et ils doivent bénéficier de la revalorisation générale des salaires des travailleurs. Oui, oui. Donc, ça, il ne faut pas qu'ils opposent, qu'ils disent, donc si on doit revaloriser la situation des travailleurs, des AME, donc ça va agir sur les autres travailleurs. Les AME sont des agents contractuels de l'État, donc on doit revaloriser les salaires des AME doublement parce qu'eux, ils sont doublement taquinés. Mais, quand on sait justement que pour revaloriser justement les salaires de tous les travailleurs béninois, l'argent viendra des caisses de l'État et que pour revoir la situation des AME, l'argent viendra à la fois des caisses de l'État et que justement la situation qui est faite aux AME aujourd'hui est faite, dit l'exécutif, parce que les caisses de l'État ne permettent pas de faire face à cette situation. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné, le chef de l'État demande à ce qu'on essaie justement d'équilibrer les choses, puisqu'en définitive, il ne sert à rien de prendre des engagements qu'on ne sera pas à même de respecter. Oui, quand le chef de l'État parle des moyens financiers de l'État... Puisque c'est de cela qu'il s'agit en définitive. Hein. On a du mal à croire cela, parce que je lui ai dit ça. Je lui ai dit oui, que si effectivement on ouvrait la marmite, par exemple, personne ne connaît le salaire d'un ministre au Bénin. Personne ne connaît le salaire du président de la République. Ça ne devrait pas être un tabou. Et nous constatons de façon générale que les salaires politiques sont bien. Depuis les ministres, en passant par les préfets, les chargés de mission, jusqu'au secrétaire exécutif nouvellement installé. Qui même remplace pratiquement les maires. C'est là encore, je ne sais pas ce que le juriste va dire, parce qu'à l'heure actuelle, avec la décentralisation, avec la nomination des SE, tous les textes sur la décentralisation sont gelés. Parce que le SE nommé, tiré au sort nommé, il commande, il est le, comment on l'appelle, il est le chef du budget, comment on appelle là? L'ordonnateur, c'est ça? L'ordonnateur principal du budget de la commune. Oui. Le maire n'est là que... Mais il n'est pas tout puissant non plus. Hein, voilà, parce il est puissant. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui nomme même le personnel, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui est l'ordonnateur. Donc la décentralisation, le pouvoir local là... Donc oui, sur la question des AME... Ça c'était une parenthèse. Sur la question de la proposition faite par le chef d'État. Voilà une réforme qui annule le pouvoir des élus locaux. Ils ne sont plus les nommés locaux, même pas locaux, les nommés depuis le niveau national, viennent annuler le pouvoir des élus locaux. Ça, c'est une parenthèse. Voilà la réforme. Maintenant, et lorsqu'on a mis le SE à 600 000, de 600 000 à 2 millions, et le professeur d'université, professeur titulaire, et ça, c'est sans compter même les primes, parce qu'on a déjà fixé ça maintenant. Là. Maintenant, on a parlé de Covid, on a parlé de guerre, de l'Ukraine et autres. Là. Qui conditionne un peu. C'est pendant cette guerre quand même qu'on a fixé ça de 600 000 à 2 millions. Alors, maintenant, le professeur d'université, au maximum, avec prime, il est à 1 600 000. Professeur titulaire. Comment est-ce qu'on peut nous justifier qu'il n'y a pas l'argent pour revaloriser les salaires des autres pendant qu'on a payé de gros salaires, pendant qu'on ne connaît même pas les salaires des ministres? Ça veut dire que les ministres gagnent ce qu'ils veulent. Le président gagne ce qu'il veut. Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir. Sinon, vous n'êtes pas sans savoir. Sinon, comment dans le pays, nous sommes dans quel pays où on ne peut pas connaître le salaire d'un ministre? On ne peut pas connaître le salaire des, comment on appelle, du président. Vous allez vous taper sur Google, vous demandez le salaire du président français, vous allez voir. Salaire du ministre, vous allez voir. Mais chez nous, nous qui sommes dans un pays où nous estimons qu'on a peu de moyens, autant de c'est chez nous qu'on ne connaît pas le salaire. Et
on sait que les politiques gagnent bien. Oui, autant de tirs à corriger pour vous. Ce n'est pas un tir. C'est à revoir. À revoir fondamentalement. Le pays est mal géré. Pour l'instant, là. D'accord. Dans l'actualité. Nous, on n'attend pas que la guerre cesse en Ukraine. En Ukraine, justement. On vous a entendu le dire. On vous a entendu le dire. Il faut qu'on y aille très vite. Les travailleurs attendent impatiemment une revalorisation. Et une revalorisation substantielle. Comme le chef de l'État lui-même avait dit. Il dit que la commission, le ministre des Finances nous a dit que la commission interministérielle a présenté les premiers résultats. Qui n'ont pas. Voilà. Répondu aux attentes du chef de l'État. Donc les là, travailleurs attendent. On en est à 30% de propositions. 30%. Et logiquement, les aspirants, les enseignants aspirants doivent faire partie de AME. La plupart, il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait les écoles normales, qui ont le CEAP, qui ont le CAP, qui ont le CAPES, qui ont le BAPES. Et même ceux qui ont la licence professionnelle, qui ont déjà fait 3 ans, ils ont déjà une certaine expérience, ils sont anciens. Ils doivent être payés 12 mois sur 12. Le président ne peut pas opposer leur situation à la situation. Nous défendons tous, nous, syndicalistes. D'accord. Très rapidement. Tout le monde, parents d'élèves, tout le monde. Très rapidement. C'est eux qui tiennent aujourd'hui le système éducatif. J'ai très rapidement, pour finir avec la question de la revalorisation, vous parliez de revalorisation substantielle, justement. Les 30% proposés par le gouvernement, par le chef de l'État, satisfaisants ou pas? Non. Mais très rapidement. Oui. Vous avez suivi, la CSTB n'est pas satisfaite. Pas satisfaite. Nous sommes partis de 50% de revalorisation l'année dernière à 60% cette année. Avec le coût de vie élevé. Le coût de vie élevé, justement. Avec les impôts et taxes élevés. Encore qu'on demande qu'on... Mais là, vous avez la moitié. On rabaisse comment on appelle, le taux des impôts. Et qu'on revalorise au moins à 60%, c'est-à-dire 24 000, il faut qu'on ait 64 000. Deuxièmement, la hiérarchisation des salaires. Oui. Je reviens à mon ami Deguenon qui parle de réforme. Oui. Le chef de l'État est en train de vouloir nous imposer. Quand, au cours de la séance, il dit qu'il faut supprimer la hiérarchisation des salaires. C'est-à-dire que si le SMIC passe de 40 000 à 52 000, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'échelonner. Celui qui était à 52 000 passe à combien? Celui qui était à 100 000 passe à combien? Le président de la République dit non, qu'il faut laisser le libre choix aux chefs d'entreprise. Aux chefs d'entreprise, dans le privé en tout cas. Dès que le SMIC change, qu'eux ils choisissent en tenant compte peut-être de la performance, de l'argent, des moyens financiers de l'entreprise, hiérarchisé ou non. Ce qui n'est pas, comment dire, utopique. A reconnu ce qui n'est pas utopique. Au cours des discussions avec nous, en fait, les chefs d'entreprise privées, ce qui les préoccupe, ce n'est pas la promotion des employés. Le recrutement des travailleurs, c'est le profit. Évidemment, puisque nous sommes dans une société capitaliste. C'est le profit qui préoccupe les patrons. Ça veut dire que ce n'est pas de leurs propres chefs qui décideront d'augmenter le salaire. Pour évoluer, un cadre législatif qui les oblige, qui détermine et qui oblige justement. Surtout que vous avez dit non même plus le droit de grève. Vous dites que on peut les embaucher. Et les débaucher, ils peuvent embaucher quelqu'un. Tel point, vous les avez fragilisés de ce côté. Et vous voulez aggraver la fragilisation en disant ils peuvent augmenter, ils peuvent ne pas augmenter. Alors sur la question, sur une autre question d'actualité quand même liée au monde des travailleurs et qui résulte de cette rencontre avec le chef de l'État, il y a celle relative à la proposition faite par le chef de l'État concernant justement l'assurance maladie pour tous les employés. Alors là, on est d'accord, c'est du concret et cela participe justement de l'épanouissement du travailleur, Monsieur Deguenon. Vous savez, l'assurance maladie, ce sont des prérogatives reconnues aux travailleurs. Parce que qui ne sont pas toujours respectées sous nos cieux. Voilà, exactement. Je dis toujours, nous sommes dans un pays progressivement, dans un pays qui est en train de se développer progressivement. Il y a beaucoup de choses qui ne se respectent pas. Tant bien même, on fait beaucoup d'efforts. Tant bien même qu'il y a la CSTB également qui fait ses efforts. Beaucoup d'efforts. Voilà. Mais les choses n'ont pas toujours changé. Les choses n'ont pas toujours changé. Quand on parle d'assurance maladie déjà, vous devez comprendre que ça entre dans le cadre de l'épanouissement du travailleur. Du travailleur. Parce que le travailleur, à un moment donné, est fatigué.
C'est un corps humain qui travaille. Ce n'est pas un robot. Même quand c'est un robot, on change les pièces à un moment donné. Et donc, l'être humain qui travaille, le travailleur a besoin de se soigner, il a besoin de se mettre à l'abri de la maladie. Il a besoin également de protéger ses enfants, contre les maladies et autres. Famille. Parce que lorsqu'il travaille, c'est supposé qu'il doit avoir de revenus et qu'il doit prendre soin de sa famille. Et donc, s'il ne bénéficie pas de ces assurances maladie, c'est que c'est déjà quelque chose qui ne peut pas l'épanouir. Parce que je ne peux pas être malade et travailler. Parce que je ne peux pas travailler avec contrainte du corps, avec contrainte de ce que mon organisme ne réagit pas. Et donc, même dans le monde du travail, déjà, il y a ce qu'on appelle, lorsqu'on travaille, il y a des maladies qui sont liées, par exemple, au travail. Je prends le cas de ceux qui sont des bureaucratiques. Justement. À un moment donné, il faut porter les lunettes. Forcément. Déjà. Et donc, il faudrait couvrir ces assurances. Et je prends le cas de ceux-là qui font des travaux manuels et autres. À un moment donné, il faudrait qu'ils prennent soin vraiment de leur corps. Voilà, et donc, il faut créer l'assurance maladie. Il faut vraiment donner beaucoup plus de crédit, il faut beaucoup plus donner de valeur à l'assurance maladie pour garantir le bien-être des travailleurs. L'épanouissement du travailleur qui passe forcément par cela. Là, on est d'accord, on est dans du concret, on est dans du social. L'exécutif pense à l'épanouissement, au bien-être des travailleurs béninois. L'assurance maladie. Pour finir, parce que là, on a totalement dépassé le temps imparti à l'émission. Pour les travailleurs et même pour les citoyens. Le seul problème qui se pose, c'est le coût et les conditions. Il faut voir le coût, il faut voir les conditions pour permettre à tout le monde d'être accessible, pour permettre au patronat aussi de pouvoir assurer, de supporter, pour permettre aux bénéficiaires de supporter. Et il faut que dans la gestion, qu'il y ait une certaine transparence, que ça ne soit pas une occasion pour encore enrichir quelques privilégiés de la République, pour que les autres soient là. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. C'est déjà la fin malheureusement, mais on en reparlera forcément. On reviendra sur ce thème dans les tout prochains jours sur le plateau. Votre mot de fin, M. Deguénon, on va revenir au AG. Mot de fin. Un message à l'endroit peut-être des travailleurs béninois ou des employeurs, c'est à vous de voir. J'estime qu'il est important que tous les travailleurs aillent à la rencontre de leurs droits et devoirs pour pouvoir changer les choses. J'estime encore une fois que les organisations de la société civile, les organisations syndicales puissent mettre en place des séances de vulgarisation des normes. Parce que beaucoup sont aujourd'hui des travailleurs, mais ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas de quoi parle le SG, ne connaissent pas vraiment le piège de chaque chose. Or, s'il existait de ces séances, peut-être de façon mensuelle, je ne sais pas si ça se fait déjà au niveau de la CSTB, je ne sais pas. Cela permettra justement aux travailleurs de mieux connaître leurs droits. Et également de permettre d'organiser ces séances-là et de contraindre parfois les chefs d'entreprise à pouvoir y participer pour connaître également ce qui est de leur devoir, afin de pouvoir afin de pouvoir donner aux autres la chance d'exercer, de demander leurs droits. Merci beaucoup, Junior Deguénon. Je rappelle que vous êtes juriste de droit privé, président de l'Association des jeunes juristes, diplomates et politistes du Bénin. En face de vous, le SG Kassa Mampo de la CSTB. On a parlé donc des travailleurs béninois, le cas législatif. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aller dans les détails. On en reparlera très prochainement sur ce plateau, comme je vous l'ai dit. On a beaucoup parlé des droits des travailleurs, mais les devoirs, par exemple, on n'en a pas du tout parlé, parce qu'ils ont des devoirs aussi. Alors, un mot de fin quand même, très rapidement. Oui, un mot de fin, merci de m'avoir invité. Je vais vous rappeler qu'il y a deux niveaux. Il y a un cadre législatif qui est globalement défavorable à l'épanouissement des travailleurs. D'accord. Mais il y a que même les lois qui sont existantes ne sont pas appliquées. Est-ce que vous savez par exemple que les élections professionnelles nationales sont organisées depuis janvier 2021 et que jusqu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas appliqués. La CSTB par exemple devait avoir
a 2 sièges au Conseil économique et social, un siège à la Commission biennale des droits de l'homme. Mais ce n'est pas encore appliqué. Le gouvernement s'est refusé d'appliquer ça. Cette loi existe. Donc, il faut que les travailleurs, ce que je peux dire, il faut que le gouvernement d'abord applique le peu qu'il y a et qui est favorable, mais soit à l'écoute des travailleurs pour que les différents tests défavorables à l'épanouissement des travailleurs soient revus. Et il faut dire aux travailleurs qu'ils doivent se lever. Si les travailleurs ne se battent pas, comme je le dis toujours, la liberté s'arrache. Ils n'auront rien. Et même la revalorisation là. S'ils ne se battent pas, on va leur arracher la hiérarchisation des salaires. Ils n'auront même pas la revalorisation parce qu'on dira toujours que les gens sont en guerre en Ukraine. Merci. Ainsi de suite. Merci, donc, SG. Pour avoir Merci. de SG Kassa Mampo de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin d'être passé sur ce plateau. Comme je vous l'ai dit, on va revenir très prochainement sur cette thématique. Merci beaucoup. Merci. À très vite. À très vite.